Alors, voilà, le deuxième sujet de présentation aujourd'hui, c'est la modélisation des apports en phosphore et en azote. Et c'est M. Alain Rousseau qui va nous présenter, donc, ces derniers points. Bilan des, c'est ça, voilà. Alors, Alain Rousseau est professeur-chercheur en hydrologie et gestion intégrée de l'eau au Centre Eau, Terre, Environnement de l'INRS. Et c'est un spécialiste en génie rural, en sciences appliquées de l'Université Laval. Monsieur Rousseau. Merci beaucoup, Mme Guénette. Au nom de tout le monde, j'aimerais remercier les organisateurs de cette rencontre d'avoir invité Mme Guénette. Comme je lui disais un peu plus tôt, on a eu le plaisir d'entendre sa voix pendant plusieurs années à Radio-Canada et vraiment, c'est un plaisir de vous avoir ici. Donc, mon message est passé. La problématique du lac Saint-Charles, je pense qu'elle a été très bien étayée aujourd'hui et la qualité des présentations fait foi d'une panoplie de données et surtout une grande qualité des données qui nous permet justement de faire le projet qui va débuter officiellement en mai 22 ou 24 de ce mois. Donc, dans un premier temps, ce qui est important de dénoter, c'est lorsqu'on a des problèmes de dégradation de la qualité de l'eau, on peut agir à deux niveaux. On peut agir dans un premier temps au niveau de la gestion des eaux sanitaires. Et évidemment, on peut aussi agir au niveau de ce qu'on va appeler les sources diffuses de contaminants qui peuvent arriver à un cours d'eau. Donc, nos hypothèses de recherche qui sont très d'actualité, tout d'abord, sont les suivantes. Les installations septiques autonomes, principale source de nutriments du lac Saint-Charles. Donc, il faut rappeler ici qu'il y en a près de 2650 dans le bassin du lac et près de 5000 dans le bassin de la prise d'eau Château d'eau. Les usines de traitement des eaux usées des municipalités de Lac-de-Lage et de Stoneham représentent les principales sources de nutriments. Et enfin, ce qui est probablement la vérité, ou presque, c'est qu'il y a des contributions respectives de ces sources de nutriments tout au long de l'année. Et évidemment, ça va dépendre en grande partie du régime hydrologique du bassin versant de la rivière des Hurons. Les enjeux scientifiques, ben, il y en a. Il y a un besoin de départager les sources de nutriments ainsi que des facteurs environnementaux responsables de l'eutrophisation. Dans tout contexte de gestion de l'environnement, on aime être capable de bien délimiter d'où proviennent nos sources. Est-ce qu'elles proviennent essentiellement des usines de traitement ou c'est par ailleurs des problématiques dites diffuses? Par ailleurs, l'eutrophisation, comme a été très bien présenté, n'est pas toujours reliée étroitement aux concentrations en phosphore ou en azote dans un cours d'eau. On a vu brièvement que la vitesse des vents, la stabilité de la colonne d'eau peut induire effectivement le processus de cyanobactéries et de leur inflorescence. Au niveau des enjeux sociétaux, pour la Ville de Québec, dont le lac Saint-Charles est une des principales sources de potable pour environ 300 000 personnes. Le but du projet, c'est bien entendu, c'est d'alimenter la réflexion, à savoir quels seraient les besoins ou pas de raccorder en totalité ou en partie les installations septiques autonomes dans le bassin du lac Saint-Charles. Et enfin, examiner, analyser différentes pistes de solutions basées sur d'autres scénarios envisageables, à savoir quel pourrait être le degré d'efficacité que les usines de traitement des eaux usées de Lac-de-Lage pourraient-elles atteindre si on implantait un meilleur traitement, par exemple, au niveau tertiaire. D'un point de vue méthodologique, bon, on veut déterminer ces sources d'azote et de phosphore au lac Saint-Charles. Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un bilan de charge. Et dans le cadre de la production d'un bilan de charge, c'est intéressant d'avoir des données de concentration, mais c'est tout aussi intéressant d'avoir des données de débit qui arrivent avec ces concentrations-là pour pouvoir estimer justement quelles sont les masses qui peuvent rentrer au cours. En ce qui a trait le lac Saint-Charles, on peut illustrer ici la variation de la biomasse dénommée par la variable N. Donc, la biomasse dans le lac qui pourrait contenir de l'azote et du phosphore. Il y a aussi, évidemment, du phosphore et de l'azote sous forme dissoute, ainsi que particulaire. La variation sur une échelle de temps quelconque, bien, ça va dépendre des apports et des sorties de ces principaux nutriments-là. Et au niveau des apports, on va avoir évidemment l'apport en provenance de la rivière des Hurons, des principaux tributaires du lac Saint-Charles, les 39 petits tributaires dont Biliana a fait allusion ou quelqu'un d'autre en a fait allusion un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a aussi les versants du bord du lac. Donc, il y a un territoire qui alimente le lac qui n'est pas nécessairement desservi là, par un cours d'eau.
Enfin, la portion sédimentaire, oui, ça va arriver au cours d'eau, ça va sédimenter, mais ça peut être aussi relargué au niveau du lac. Enfin, il ne faut jamais négliger les apports atmosphériques, surtout au niveau des composés azotés. Évidemment, il y a une quantité qui va sortir. Donc, le bilan, c'est les entrées moins les sorties, qui va nous donner la variation de la masse en azote et en phosphore au niveau du lac Saint-Charles. En ce qui a trait à la prise d'eau Château d'eau, évidemment, dans le cadre de ce projet, on nous a demandé de travailler au niveau du lac Saint-Charles, mais on ne pouvait pas empêcher un chercheur de penser, on ne pouvait pas l'empêcher de faire des choses. Donc, on s'intéresse aussi à la prise d'eau. On y va de notre propre chef à ce niveau-là. Et évidemment, en ce qui a trait à la charge de nutriments à la prise de Château d'eau, c'est ce qu'on a de représenté ici, des apports à la prise. Donc, il va y avoir des apports au niveau des rivières Jaune et Nelson, de même que ce qui va sortir du lac Saint-Charles, ainsi que tous les petits tributaires et les versants le long de ce tronçon de la rivière Saint-Charles, entre la sortie du lac et la prise d'eau, qui se trouve à 11 km en avant. On peut faire ça si on fait de la modélisation hydrologique. Parce qu'on le sait, aller recueillir des données sur le terrain, c'est exigeant, c'est coûteux, et la modélisation, en respectant les principes physico-biochimiques, on peut arriver à faire un bilan au niveau du lac ainsi que de la prise d'eau. Qu'est-ce que ça prend? Dans un premier temps, ça va prendre des débits, des entrées d'eau au lac. On travaille depuis 2010 avec la Ville de Québec. On fait de la modélisation hydrologique sur le bassin de Saint-Charles depuis ce temps-là. On a développé un outil de temps de parcours pour la Ville de Québec qui est utilisé pour déterminer le temps le plus rapide qu'un contaminant peut arriver à la source Château d'eau, donc un outil très utile. Et dans le cadre de nos travaux les plus récents, on a modélisé l'impact, si vous voulez, des milieux humides sur les débits d'étiage et de crue. Ce qui nous a permis, pour le projet, c'est d'avoir une nouvelle base de données, si vous voulez, de débit en tout point du bassin versant. C'est les travaux du mémoire de Marianne Blanchet. Bon, à titre d'exemple, lorsqu'on fait la modélisation, il faut développer son niveau de confiance. Son niveau de confiance, il est avant tout développé par les résultats. Donc, vous voyez d'illustrer ici, voyez-vous la souris? Moi, je la vois, la souris. Il y a 4 petits graphiques en haut pour chacune des saisons. Et dans ces saisons-là, on a des courbes de débit classés. On a les débits classés simulés par le modèle et les débits classés observés. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une reproduction très fidèle. Malheureusement, l'hiver, c'est un petit peu moins bien, mais somme toute, au niveau de l'année, si on se concentre au niveau de la rivière Saint-Charles ou la rivière des Hurons, qui est la deuxième ligne, on a des performances très, très acceptables. On a des métriques pour évaluer nos travaux. On a des métriques de l'ordre de 0.77, 0.78. Tout ce qui est en haut de 0.65, c'est travaillable, entre guillemets, et tout ce qui est près de 1, c'est encore mieux. Donc, on est satisfait. En ce qui a trait à la quantité d'eau qui arrive au lac et en tout point du bassin versant. Pour ceux qui ont l'œil plus aiguisé, vous verrez que le sous-bassin du Berger est problématique. Il est problématique, effectivement. C'est pas facile de simuler les débits sur ce bassin versant-là. Il est très urbanisé, évidemment. Mais il est dans l'aval de la prise d'eau. Bonne chose. En ce qui a trait à la qualité de l'eau, on va utiliser de 2 à 3 modèles. On a d'emblée fait des travaux avec le modèle CE Coal 2W, qui est un modèle bidimensionnel en ce qui a trait à prédire la qualité de l'eau. Et on a débuté des travaux avec le modèle EFTC aussi pour prédire la qualité de l'eau, mais cette fois-ci en 3 dimensions. L'intérêt des 3 dimensions, je remercie Mme Ouellette de l'avoir illustré avec les courants, je vais les appeler les courants de gravité, d'une certaine manière, parce que c'est relié directement à l'effet de différence de densité. Donc, il y a aussi un modèle plus simple, une dimension, qui est dans une de nos plateformes de modélisation qui s'appelle Gypsy, qui est le modèle Qual 2. Stratégie de calage, parce que là, je ne vous ai pas montré de difficulté encore. La difficulté, c'est qu'on a quelques points d'observation par mois, dans les meilleurs cas. Et la réalité, c'est que nous, on doit bâtir notre confiance. Donc, la première étape, c'était de découvrir la richesse de la base de données de l'APET. Donc, vraiment, vraiment très impressionnant, les données qui ont été colligées au fil des années. Tout aussi impressionnant, la quantité et la qualité des résultats qui ont été présentés aujourd'hui. Tout ça, pour moi, c'est de la musique aux oreilles, tant les travaux de Mme Ouellette, en ce qui a trait à déterminer les courants de fond, tant les travaux de ma collègue Biliana. Il y a eu d'autres travaux présentés qui portaient sur la vitesse des vents. J'ai un intérêt pour cette variable-là. Comme vous le savez, la stabilité de la colonne d'eau, l'influence des vents va avoir une très grande influence sur la possibilité de fluorescence au niveau des cyanobactéries.
Et j'étais encore plus surpris aujourd'hui d'apprendre que Mme Ouellette avait des profils d'oxygène qui nous démontraient de l'anoxie dans le bassin du Nord. Donc, vraiment, pour moi, on me dit que je suis content d'être ici. Je passais un peu vite là, pour des Hurons, la stratégie de calage est un peu partout la même. On a les sorties des charges en ce qui a trait des usines de traitement des eaux usées. On a des données de concentration à l'exutoire ou à la sortie de ces usines-là. On a des données de qualité de l'eau à l'entrée du lac. Donc, ça nous permet de modéliser, si vous voulez, les concentrations résultantes de la charge de l'effluent de l'usine de traitement des eaux usées. Si je suis pas capable de reproduire cela, c'est parce qu'il y a un apport diffus quelconque. Alors, par espèce de modélisation inverse, on arrive à déterminer l'ordre de grandeur de que pourrait être la pollution diffuse. Si on connaît le nombre d'installations septiques autonomes dans le bassin versant, on peut faire un calcul très simple qui va nous dire, bon, tant de charge d'azote et de phosphore, je fais un acte de foi et qui me dit que, bonhomme à l'an, tant de kilogrammes à l'hectare par année pourraient provenir des installations septiques autonomes. C'est un peu la même approche qu'on va utiliser pour la prise d'eau château d'eau, ainsi que, évidemment, au niveau du lac Saint-Charles, à savoir, encore là, on a des concentrations à l'entrée, on a des concentrations à la sortie, on a des débits à l'entrée, des débits à la sortie, on peut faire des bilans, et on peut aussi reproduire une certaine qualité de l'eau. Ce qui va nous manquer, c'est le diffus. On a des premiers résultats qui vont nous donner un ordre de grandeur, et encore là, on va arriver avec un estime. À titre d'exemple. Donc, nous, on est chanceux au niveau de la faisabilité de la stratégie de calage et de validation de notre modélisation. Donc, c'est possible. J'avais des qualificatifs un peu pompeux, mais je me suis gardé un peu de réserve. J'ai marqué possible grâce aux données enregistrées dans la BD de l'appel. J'avais des choses très genre fantastiques, etc. Mais je vais être humble. Pour l'appel, c'est des gens très humbles. Donc, données de qualité de l'eau, de nouvelles campagnes de suivi. Biliana, qui est une personne dynamique, a déjà posé 2 questions, donc vous savez tous qui elle est. Biliana nous a donné des résultats, des premiers résultats en ce qui a trait des charges. Je lui ai demandé de calculer des charges par unité de superficie. Donc ici, on a différents histogrammes où est-ce qu'on a des saisons. Ici, on a le printemps. Je suis presque aussi avec Sonia. Donc, printemps 2016, j'ai aussi automne 2016, printemps 2017 et automne 2017. Ce qui est intéressant pour moi en tant qu'ingénieur agricole de formation, c'est que je connais très bien les ordres de grandeur du paysage agricole. Au niveau du paysage agricole, on peut s'attendre dans un bassin versant relativement intense, 30 à 35 kg d'azote total par année par hectare. Au niveau du phosphore, c'est de 2 à 3, puis au niveau de l'érosion, c'est de 5 à 6 tonnes métriques par hectare par année. Quand je regarde les premiers résultats préliminaires, puis là, il faut bien se rendre compte, j'ai un petit astérix ici, puis c'est écrit en petits caractères. Les résultats que Biliana nous présente, à titre d'exemple, je vais mettre l'emphase ici sur l'automne 2017, au niveau de l'azote des petits tributaires, on aurait quelque chose comme 5 kg par hectare. C'est intéressant. Mais ça a aussi été déterminé à partir de 2 échantillons par mois. Et puis, pour ces débits, elle a fait appel à nos résultats de modélisation, si je ne fais pas erreur. Donc, la modélisation va venir remplir les trous. Et son ordre de grandeur, ben, moi, ce que j'espère, c'est pour ceux qui sont des fans de jouer au dard, lorsqu'on lance le dard, on espère frapper le bullseye, hein, l'œil du taureau, si on peut dire ainsi. Mais ce que Biliana me donne, c'est un ordre de grandeur que je n'aurais pas pu avoir si elle n'avait pas fait ces travaux-là, et qui vont être vraiment directeurs pour moi. Il y a aussi des travaux en cours de notre collègue Isabelle Fournier, et elle prend beaucoup de données, cette chère Isabelle, dans le cadre de son doctorat, et on lui en remercie énormément. Par contre, elle a des questionnements et il y a un échange de bons procédés. Donc, elle va nous permettre de regarder ces données et nous de voir si on est capable de les reproduire. Et en contrepartie, comme on utilise un modèle 3D, on est capable de simuler les courants, ce qui va lui permettre de faire des inférences en ce qui a trait les selles de voie. C'est là qu'on se dirige. OK. On s'est donné une certaine latitude en ce qui a trait à la modélisation. On s'est dit, avant de faire un projet avec la Ville de Québec, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire. Donc ici, on a de représenter le lac Saint-Charles. On a les simulations des apports en eau et de la température de l'eau du lac qui a été fait pour l'année 2007. Monsieur Bourget, qui est ici aujourd'hui, je ne sais pas.
on le remercie pour son valeureux jeu de données. Donc, on va s'amuser à reproduire les données qu'il a faites. Donc, ici, on représente la bathymétrie du lac. On passe une représentation linéaire à une représentation tridimensionnelle. Et dans un premier temps, on a les données de M. Bourget. Donc, il a effectivement remarqué que le lac était stratifié au cours de la période estivale et qu'il y avait un certain brassage vers la période d'octobre. On a fait des simulations en 2D dans un premier temps. Et à notre grand étonnement, mais en même temps avec la confiance de nos travaux, ben, on était capable de reproduire les résultats observés. Et si vous voulez simuler les processus de qualité de l'eau, la première chose à faire, c'est de reproduire l'aspect thermique du lac. C'est essentiel. Donc ici, on voit une simulation en 2 dimensions déroulée devant nos yeux. On simule l'apport en eau ainsi que la sortie d'eau du lac. Vous voyez la stratification qui s'établit au courant de l'été. Donc ici, je suis rendu au mois de juin. Et vous voyez apparaître à votre droite la simulation en 3D qui, elle, va nous permettre justement d'être capable d'identifier au niveau, par exemple, de la baie de l'Écho, que souvent la baie de l'Écho est un petit peu plus chaude que le reste du lac, à titre d'information très probante. Donc, c'est le genre de travaux qu'on a déjà fait. Et puis là, il faut installer toute la quincaillerie. Il y a à peu près 21 variables de qualité de l'eau qu'on peut simuler. Donc, ça demande un certain travail. Très heureux de voir Mme Lénette. Donc, au niveau des livrables, on va évidemment produire les bilans de nutriments, de phosphore et d'azote du lac Saint-Charles, ainsi qu'à l'usine de traitement de l'eau potable de Château-d'Eau. On va faire une analyse de différents scénarios d'assainissement de sources de nutriments sur la qualité de l'eau du lac. Évidemment, en termes de retombées, ben, on peut contribuer à tout le débat, à savoir quels sont les principaux contributeurs en ce qui a trait à l'azote et au phosphore. Et au niveau des pistes de solutions, on va les élaborer avec la Ville de Québec. J'aimerais souligner ici la contribution de Manuel Parent, ingénieur de la Ville. Et évidemment, on va regarder les différents scénarios, par exemple la hausse de performance des unités de traitement des eaux usées, etc. Là, par exemple, le raccordement à des coûts de certains secteurs. Bon, il y a un échéancier de prévu, c'est un projet qui va se dérouler sur 2 ans. Dans un premier temps, pour construire les bases de données, prendre conscience de toutes les informations qui sont disponibles à l'appel. Notre survol initial nous a indiqué qu'il y avait de la nourriture pour faire notre modélisation. Enfin, j'aimerais vous laisser sur un petit vidéo de notre cher bassin versant. Si le portable est assez rapide, on a pourtant vérifié que ça fonctionnait. Mais je peux prendre des questions. À un moment donné, oui, ça va fonctionner. Et c'est parti. Donc, vous allez voir le bassin dans son entièreté. On va rentrer dans le bassin versant à partir de la rivière des Hurons. Et pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'urbanisation le long de cette rivière-là, ben, vous arrivez à une autre réalité. Donc, vous voyez avec différents codes d'occupation de l'usage du territoire. Le gris, c'est le territoire urbanisé. Le rouge vif, c'est les milieux humides. Donc, les milieux humides sont présents et d'un bon aloi, on est content de les voir là. On survole le lac, on va se déplacer vers Laval. Et comme c'est un drone qui est très, très lent, quand on arrive à l'exutoire, ça prend, faut le virer tranquillement, vous allez voir. Mais tout ça, c'est illustratif parce que nous, c'est de la donnée de base pour notre modélisation hydrologique, le territoire. Et lorsque vous remontez vers un pléonasme, lorsque vous remontez vers l'amont, donc vous allez voir, on voit les lignes de courant, tu sais, les belles lignes vertes, là, c'est les lignes de haute tension. On va arriver au-dessus du lac Saint-Charles pour se diriger vers la tête de la rivière des Hurons. Voilà, après ce beau voyage à vol d'oiseau. Faute de drone, pas cher. Bon, alors voilà, est-ce qu'il y a des questions et des commentaires pour M. Rousseau à ce moment-ci? L'échéancier, je vois que c'est sur 2 ans, mais ça commence quand? Ça commence le 22 mai. Manuel pourrait me dire la date exacte. Le projet doit être approuvé par le comité exécutif, si je me souviens. Conseil de ville. Conseil de ville, parfait. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Parce que vous essayez, je vois qu'une recommandation, est-ce que vous allez pouvoir évaluer, par exemple, pour recommander éventuellement le raccordement des ISA, là, des installations septiques autonomes, aux infrastructures municipales? Allez-vous pouvoir mesurer vraiment avec tout ça ce qui est l'apport diffus? Exact. Donc, de par les travaux de Vianney, on va avoir un ordre de grandeur que nous, on va déterminer pour reproduire la qualité de l'eau du lac ou la qualité de l'eau de la rivière des Hurons, par exemple. À ce moment-là, dans un mode de scénario,
on peut diminuer le diffus d'un certain pourcentage. Ce pourcentage-là sera associé, par exemple, au nombre d'installations septiques autonomes. Ce serait une vérification moyenne. Exactement, exactement. On peut modéliser de manière individuelle les installations septiques autonomes. Mais d'en modéliser 2650, le projet faudrait qu'il dure un petit peu plus que 2 ans. Parfait. Merci. Alors, on va avoir une première question. Oui, Vincent Piet. Ces semaines-ci, il y a démarrage du traitement du phosphore à l'usine de traitement de Stoneham. Est-ce que vous allez vous intéresser à ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a après et faire la différence? L'usine de traitement, à ma connaissance, c'est connecté à environ 40% des apports des citoyens. Le reste est en souterrain. Est-ce que vous avez aidé à faire profiter de cette période-là pour faire des différenciations entre ce qui s'est passé? En fait, nous, ce qu'on a besoin de qu'est-ce qui sort de l'usine de traitement des eaux usées. Lorsqu'on fait la modélisation, on doit reproduire le passé pour avoir la confiance pour utiliser la modélisation d'un point de vue de scénario. L'année en cours, qui est 2017-2018, si on a accès aux données en ce qui a trait à la performance, on peut toujours les injecter dans le modèle. Et à ce moment-là, ça serait par exemple, quel est l'impact d'un scénario de traitement tertiaire au niveau du phosphore? Donc, oui, on peut en profiter parce que il pourrait nous dire que la rétroactif. C'est rétroactif, oui, parce que si je simule bien le passé et j'ai la confiance, je peux faire un scénario dans le futur et dire si j'ai les mêmes conditions météo qui se reproduisent et je diminue l'intrant de l'usine de traitement des eaux usées, quelle serait la conséquence au niveau de la qualité de l'eau de la rivière des Hurons, par la suite le lac Saint-Charles? C'est comme ça que l'information nous devient utile. Savez-vous si le ministère du Développement durable a corrigé les données en ce cas-ci versus parce que c'est un. Écoutez, je ne connais pas ce secret-là. Par contre, avec la ville, si j'ai bien compris, on a accès de quelconque manière aux performances des usines de traitement des eaux usées. Ce qui est intéressant par rapport à votre question, il y a toute une préoccupation aussi changement climatique qui pourrait être explorée, mais qui ne sera pas explorée dans le cadre du projet. Wow. Ça serait trop compliqué de l'intégrer? Non, c'est la partie facile. Ah bon, d'accord. Ok, je m'arrête là. Avez-vous un complément, en fait, Mélanie, c'était juste pour répondre que la ville de Stoneham en général, puis la ville de Lac-de-L'Âge collaborent à nos études. Là, il faut faire les demandes d'accès, mais en général, on a accès aux données. Il y a une bonne collaboration? Oui. Oui, parfait. Madame, votre question? Oui, Christine Beaulieu de la Ville de Québec. Au niveau de la modélisation, de ce que j'en ai compris, ce que vous prenez en charge, dans le fond, c'est vraiment ce qui est apporté par les tributaires comme tel. Donc, la rivière des Hurons, les principaux tributaires qui alimentent le lac, la sortie du lac pour faire votre bilan. Oui. C'est sûr et certain que quand vous allez faire, supposons, ce qui est apporté par ces tributaires-là versus la sortie, vous allez pouvoir, par bilan, déterminer indirectement qu'est-ce qui viendrait de la pollution diffuse, mais est-ce que dans votre pollution diffuse, vous allez considérer aussi, ou êtes-vous capable de discriminer de ce qui va venir de l'érosion des berges comme telle du lac? Fait que ça va rester quand même une préoccupation là, par rapport à comment dissocier ce qui peut venir de l'installation septique versus les modèles d'érosion. Pour nous, ça va être du diffus et les ISA seraient une contribution potentielle. Par contre, il ne faut pas oublier ce que Biliana a mesuré. Elle mesure dans les tributaires. Dans les tributaires. Donc, si les tributaires, oui, il y a toujours, de par la géomorphologie des cours d'eau, des modifications en ce qui a trait des berges. S'il n'y a pas eu trop d'érosion, ben, ce qu'elle va nous donner comme résultat, ça devrait être assez près des contributions des ISA. Bon, ben c'est parfait, merci. Merci beaucoup, M. Rousseau. Merci à vous. Alors, on va